Imaginez-vous dans l'obscurité totale, avec pour seule compagnie le bruit de votre propre respiration qui résonne contre les parois rocheuses. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires absolument terrifiantes de spéléologie qui ont mal tourné. La première vous emmènera dans un piège mortel où l'océan déchaîné transforme une grotte paisible en tombeau liquide. La seconde, préparez-vous à découvrir ce qui arrive quand la Terre elle-même décide de vous broyer vivant. Notre première histoire commence par une matinée parfaite du 6 août 1997 à Hawaï. Thomas Mitchell, un jeune touriste de 23 ans, venait de rencontrer Jake Williams, un local qui connaissait les coins les plus secrets de l'île. Jake lui avait proposé quelque chose d'extraordinaire. Explorer des grottes marines que pratiquement aucun touriste n'avait jamais vues. Ces grottes étaient taillées directement dans les falaises volcaniques par des millénaires d'érosion marine. L'entrée ressemblait à une gueule béante dans la roche noire, haute de près de 5 mètres à son point culminant. Un étroit rebord de lave solidifiée formait un sentier naturel vers l'intérieur, mais il fallait avoir le pied sûr pour ne pas glisser. Jake, qui avait déjà exploré cette grotte à plusieurs reprises, ouvrait la marche. Thomas le suivait de près, fasciné par les motifs uniques créés par les différentes coulées de lave sur les parois. Les zones sombres témoignaient des éruptions les plus récentes, tandis que les sections plus claires racontaient l'histoire géologique ancienne de l'île. Mais voilà le problème. Aucun des deux hommes n'avait vraiment prêté attention aux prévisions météorologiques marines ce matin-là. S'il avait fait, ils auraient vu l'alerte de Fortoulémise pour la côte de Kona. Une tempête lointaine générait des vagues bien plus importantes que la normale. Et le mois d'août était réputé pour ses conditions océaniques imprévisibles dans cette région. Ils s'aventurèrent plus profondément dans la grotte, jusqu'à atteindre un point où le sol descendait pour rencontrer un bassin d'eau de mer qui ondulait doucement au rythme des vagues. Jake suggéra de faire une pause ici pour prendre quelques photos. L'endroit semblait parfait. Thomas se positionna soigneusement près du bord, à environ 60 cm au-dessus de la surface de l'eau. Il voulait capturer l'intérieur mystérieux de la grotte. Aucun des deux ne remarqua le changement subtil mais terrifiant. Le grondement ambiant de l'océan venait de diminuer drastiquement. Ce silence contre nature que les marins expérimentés reconnaissent comme le calme avant la tempête. Le premier avertissement arriva trop tard. Un son d'aspiration étrange résonna tandis que l'eau du bassin se retirait soudainement, chutant de plusieurs mètres sous son niveau précédent. Jake eut juste le temps de crier un avertissement avant qu'une vague monstrueuse ne fonce vers eux, bien plus massive que tout ce qu'ils avaient observé depuis leur entrée dans la grotte. La vague s'engouffra dans la cavité avec une force explosive, envoyant une muraille d'eau vers eux à une vitesse terrifiante. Le rebord où ils se tenaient, auparavant en sécurité au-dessus de l'eau, fut instantanément submergé sous près d'1 mètre d'océan en furie. La force de l'impact les projeta tous les deux au sol, les emportant comme des fétus de paille. Thomas vécut un moment de désorientation pure. Il se retrouva subitement sous l'eau, ballotté sans contrôle dans l'étreinte de ce courant puissant. Son épaule percuta douloureusement un rocher submergé, suivi de sa tête qui heurta une autre pierre. Jake, plus habitué aux conditions océaniques, parvint à s'agripper à une formation rocheuse saillante quand la première vague déferla. Il aperçut la silhouette de Thomas qui gesticulait, emporté vers l'entrée de la grotte par le puissant reflux de la vague qui se retirait. Lâchant sa prise, Jake se laissa porter par le même courant, sachant que leur meilleure chance de survie consistait à échapper à la grotte avant l'arrivée de la prochaine vague. L'eau qui se retirait les éjecta de l'embouchure de la grotte à une vitesse alarmante, les portant par-dessus les rochers volcaniques acérés qui leur avaient servi de chemin d'entrée. Thomas sentit la brûlure quand la surface rugueuse déchira sa peau, laissant une traînée d'écorchures sur ses jambes et ses bras. Plus inquiétante encore fut l'impact écœurant quand sa tête percuta un rocher qui dépassait. Le soulagement momentané d'être sorti de la grotte fut rapidement remplacé par un nouveau danger. Il se trouvait maintenant en pleine mer, tiré loin du rivage par la puissante vague qui se retirait. La vague suivante de la série était déjà visible, une houle qui roulait vers eux à une vitesse effrayante. Jake cria à Thomas qu'il devait regagner la côte avant que la prochaine vague ne les atteigne. Thomas, luttant contre le brouillard de son traumatisme crânien, répondit instinctivement à l'urgence dans la voix de Jake. Les deux hommes nagèrent désespérément vers le rivage le plus proche, combattant le courant qui tentait de les emporter plus loin en mer. La vague qui approchait grandissait à mesure qu'elle se rapprochait, sa face se redressant d'une houle douce en muraille d'eau menaçante. Jake, jaugeant son approche, prit une décision en une fraction de seconde qui sauva probablement leur de vie. Il ordonna à Thomas de plonger et de passer sous la vague. Ses années de surf lui avaient appris que plonger sous une vague non brisée était plus sûr que d'être pris dans sa face déferlante. Les deux hommes prirent une profonde inspiration et plongèrent sous la surface juste au moment où la vague passait au-dessus d'eux. La turbulence les secoua encore comme des pantins, mais ils évitèrent le pire de sa force destructrice. Quand ils refont surface, haletant, ils se trouvaient plus près du rivage.
L'énergie de la vague les avait en fait aidés à se rapprocher de la terre. Épuisés, ils parvinrent à atteindre un point où ils purent laisser l'écume les pousser sur la distance finale jusqu'au rivage. Mais leur calvaire était loin d'être terminé. Ils avaient atteint la côte, certes, mais pas la plage d'où ils étaient partis. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent au pied d'une falaise à pic qui s'élevait à environ 12 mètres au-dessus d'eux. L'étroite bande de sable noir et de rochers où ils se tenaient ne faisait pas plus de 3 mètres de large et disparaîtrait complètement à marée haute. Ils étaient effectivement pris au piège entre la falaise verticale et l'océan imprévisible qui venait de démontrer son potentiel mortel. L'exposition devint leur nouvel ennemi. Malgré le climat tropical d'Hawaï, être trempé sous les alizés persistants provoqua une chute dangereuse de leur température corporelle. Le soleil avait dépassé son zénith et disparaîtrait bientôt derrière la falaise, les laissant dans l'ombre. Thomas, encore étourdi par son traumatisme crânien, commençait à montrer les premiers signes de choc. Peau pâle, réactions confuses et frissons incontrôlables. Leur salut vint sous la forme d'une autre touriste, une femme qui rangeait le long du sommet de la falaise et qui aperçut par hasard 2 silhouettes sur cette côte autrement déserte. Reconnaissant leur détresse, elle appela immédiatement les services d'urgence. Mais passons maintenant à notre seconde histoire, encore plus terrifiante. Cette fois, ce n'est pas l'océan qui sera l'ennemi, mais la terre elle-même. L'air était lourd d'humidité quand Sarah Mitchell, 15 ans, rejoignit ses camarades de camp pour ce qui devait être une simple aventure spéléologique. C'était le matin du 3 août 2004, et la destination du jour était la grotte de Blackstone Ridge en Virginie. Sarah avait enfilé son casque, ajusté sa lampe frontale et écouté attentivement les conseils de sécurité des moniteurs. Personne n'aurait pu prédire à quel point cette journée allait dramatiquement basculer. La grotte de Blackstone Ridge était bien connue des passionnés de spéléologie locaux. Le camp amenait des adolescents dans ses sections les plus accessibles depuis des années sans incident grave. Mark Thompson, le moniteur principal de l'expédition du jour, avait traversé ces passages des dizaines de fois. Alors qu'il descendait, la chaleur estivale s'estompait à chaque pas, remplacée par la fraîcheur naturelle de la grotte. Durant la première heure, l'aventure se déroula exactement comme prévu. Le groupe se faufila à travers des passages qui nécessitaient de se tourner sur le côté, vivant cette sensation unique que procure l'exploration d'espaces que la lumière du soleil n'a jamais touchés. Environ 150 mètres après l'entrée, le passage se rétrécit dans une zone d'éboulement. Ici, le plafond s'était partiellement effondré à un moment donné dans le passé lointain, créant un enchevêtrement de rochers et de crevasses qui nécessitait une navigation prudente. Sarah était 4e dans la file, suivant de près Mark et 2 autres campeurs. Sa lampe frontale éclairait le chemin juste assez pour voir à quelques mètres devant elle. La zone d'éboulement les obligeait à passer soigneusement d'un rocher à l'autre. Certaines pierres étaient solidement ancrées, d'autres vacillaient dangereusement sous le poids. Quand vint le tour de Sarah de traverser, elle posa son pied sur ce qui semblait être une pierre sécurisée. Sans avertissement, le rocher bougea sous son poids. En un instant, son monde bascula. Ses bras battirent frénétiquement l'air tandis qu'elle tentait de retrouver l'équilibre, mais elle commença à tomber. Ce ne fut pas une chute longue, peut-être 1 mètre, mais elle atterrit maladroitement entre 2 gros rochers. L'impact de sa chute déclencha une catastrophe secondaire. La formation rocheuse instable au-dessus d'elle, perturbée par son poids et ses mouvements, commença à céder. Plusieurs pierres, allant de la taille du poing à près de 10 kilos, se détachèrent des parois de la grotte. Sarah eut à peine le temps de couvrir sa tête avec ses bras avant que les rochers ne s'abattent autour d'elle. L'un d'eux frappa son casque avec assez de force pour fissurer le plastique. Quand le bref éboulement s'arrêta, Sarah se retrouva partiellement ensevelie. Des pierres recouvraient son torse et son bras gauche, tandis que ses jambes étaient étendues et coincées. Le poids sur sa poitrine rendait chaque respiration consciente, la pression serrant ses côtes à chaque inspiration. Mais ce n'était que le début de son cauchemar. Non seulement elle était partiellement enterrée sous une couche de rochers, mais sa jambe droite était coincée entre 2 blocs immobiles. Elle tordit son corps en essayant de se libérer, mais se retrouva bloquée dans plusieurs directions. Sa jambe était tendue dans un angle inconfortable, coincée du milieu du mollet jusqu'à la cheville. La réalisation de sa situation s'abattit sur elle comme une masse. Au-dessus de sa tête, des millions de tonnes de terre et de pierres. Autour d'elle, un piège de roches qui semblait se resserrer à chaque mouvement. Sa respiration s'accéléra tandis que la panique commençait à monter comme une eau de crue dans sa poitrine. Cette grotte qui lui avait semblé magique quelques instants auparavant devenait maintenant une prison de pierre qui l'enserrait de toutes parts. Et le pire était encore à venir.